Là-dessus, je passerai au segment du fédéral du Canada. Du côté de nos amis d'Ottawa, on a une petite situation avec le français. Le français est malmené dans la fonction publique fédérale. Et que ce soit à Ottawa, au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Donc, quand on est dans l'institution, dans les édifices de la fonction publique fédérale, donc même sur le sol du Québec. O'Toole veut recentrer le Parti conservateur, veut exclure les membres qui seraient plus attachés à l'extrême droite. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Yves-François Blanchet est accusé d'attiser l'intolérance après avoir questionné les liens du nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, et le mouvement islamique politique. Une embauche aussi au port de Québec soulève quelques questions. Il y aurait une ancienne une ancienne directrice, dans le fond, qui est au projet excusez-moi, peut-être Clément, tu peux m'aider là-dessus. Donc, une ancienne je pense qu'elle était au bureau d'audience publique qui étudiait le projet. Elle étudiait le projet et là se ramasse du côté du projet, c'est bien ça? Exact. Et en plus, elle est la conjointe d'un ministre fédéral, donc c'est pas le ministre directement lié au port et à ce ministère-là, mais quand même, c'est quelqu'un qui serait sur le conseil des ministres qui pourrait prendre des décisions, je pense notamment pour la décision du projet Laurentien. Pour terminer, avec l'arrivée de Biden, Ottawa continuera de défendre Keystone XL. Il faut comprendre que demain, on enregistre qui est mardi soir, avec l'arrivée de Biden dès demain à la Maison-Blanche, une de ses premières actions sera d'enlever les permis, de révoquer les permis de construction de Keystone XL, bien sûr, sur le côté américain, ce qui a un impact du côté canadien, parce que si on peut envoyer du pétrole nulle part, on ne l'enverra pas. Revenons quand même un peu sur le français, surtout que ça a l'air qu'il s'est malmené dans la fonction publique ici même au Québec. Je me demande, Viviane, have you ever felt uncomfortable speaking French in your life? Well, it's funny you should ask. I think it happened maybe once or twice in my life. Maybe. Je viens du West Island, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Fait que être mal à l'aise parce que je parlais en français, je veux dire, c'est probablement ce qui m'a rendu souverainiste à la base. Là. C'est commun, c'est un sentiment que je connais très bien. Pourquoi tu penses que, même dans la fonction publique fédérale, qu'est-ce qui ferait que le français serait malmené? Je trouve ça drôle de même dans la fonction publique fédérale, parce que dans n'importe quel contexte où il y a des anglophones et des francophones, moi, chaque fois que j'étais dans ce genre de situation, les réunions se passent en anglais. Systématiquement, même si tout le monde est bilingue dans la salle. Donc, que ce soit dans la fonction publique fédérale ou ailleurs, c'est comme... On a... Si je parle pour moi, il y a comme une espèce de sentiment de « Hey, je suis contente, moi je parle anglais, je suis bilingue, je suis capable de me débrouiller, je pratique ma langue. » Puis c'est comme un... On s'écrase, je dis s'écraser, mais on profite de l'occasion pour montrer qu'on est capable de faire partie de la gang, mais les anglophones dans ces meetings-là ont rarement peut-être ce besoin-là ou ce désir-là. Ceci dit, on le sait tous, là, le postulat que les deux langues sont égales au Canada et que c'est un pays bilingue, c'est complètement factice. C'est une fausse histoire qui est racontée aux gens pour qu'on dorme bien le soir. Là. Oui. Alors, cette idée-là qu'a le gouvernement de réviser la loi sur les langues officielles, puis qui corrigerait le postulat erroné selon lequel il existe une symétrie entre la situation des communautés francophones hors Québec et celle des communautés anglophones au Québec. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, sincèrement, parce que j'ai l'impression que l'équilibre canadien du côté du Canada anglais fonctionne sur la base de cette croyance-là, que les deux communautés linguistiques minoritaires sont symétriques, sont équivalentes. Puis là, de reconnaître réellement, premièrement, je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à réellement reconnaître le déséquilibre entre les deux, entre les privilèges qu'il y a dans les deux communautés minoritaires, là. Mais s'il ne reconnaît qu'un peu, là, ce déséquilibre-là,
Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le reste du Canada, du côté anglophone, qui vont être fâchés de ça. Clairement. Et parmi les anglophones au Québec aussi. Ouais. Je pense pas que ça va aller très loin, tout ça, pour les raisons que Viviane vient d'évoquer. C'est que creuser tout ça et documenter tout ça présentera un portrait qui n'est pas possible de présenter au Canada. Ça va soulever plein de questions dans des secteurs, dans des régions du pays où le français n'est pas du tout la deuxième ou la troisième langue parlée. Bref, s'avancer sur ce terrain-là, c'est ouvrir une boîte de Pandore dont ils ont absolument pas besoin par les temps qui courent. Donc là, ça va bien faire pour quelques jours, quelques semaines, peut-être jusqu'à l'élection. Puis après ça, à la première occasion, on va remettre ça dans la boîte. C'est triste quand même. On a de plus en plus comme ça au fédéral et au provincial, plein de sujets comme ça où on sait qu'on a des pépins. On sait où qu'on aurait besoin de réformes. Mais par manque de leadership politique ou de capital politique, que les partis au pouvoir n'ont pas assez de capital pour le faire, on laisse ça un peu pourrir, puis on laisse ça aller. Le français, le système de santé pendant un certain temps, là, on le sait, là, que le système de santé avait des problèmes. Là. Mais est-ce que c'est parce qu'on laisse aller ou parce que la réalité politique du Canada est maintenant plus hétérogène que jamais, puis qu'en réalité, ces projets-là ne peuvent plus... Il n'y a plus d'espace pour les aborder de façon uniforme, coast to coast. Tu sais, il y a un moment où il va falloir... Il y a beaucoup de monde qui disent ça. Il va falloir à un moment donné réaliser que, qu'est-ce que tu veux, le Canada n'est pas le pays qu'on a décrit puis qu'on nous a décrit à l'école, dans nos rêves, le mythe dont Viviane parlait, puis qu'il y a plusieurs réalités dans ce pays-là. Puis à la limite, j'accepte la vision des fédéralistes qui disent le Canada n'est pas un moins beau pays, OK, faisons cette hypothèse-là, mais à ce moment-là, donnons-nous une structure de gouvernance de ce pays-là qui tient compte de ça puis qui s'appuie sur la réalité plutôt que sur des mythes qui tiennent plus du tout. Puis acceptons que l'ouest du pays a une façon d'aborder les choses, puis que l'est en a une autre, puis que le Québec, puis l'Ontario, puis qu'on ait peut-être une vraie fédération plutôt que de se faire à croire qu'on est une confédération avec des provinces. Voilà. Puis c'est drôle que tu en parles comme ça parce qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont noté que il y a eu, avec un changement de la société, un changement des médias, un passage de partis plus consensuel ou plus au centre, puis qu'à partir du début du siècle, fait que genre l'élection de 2003 à peu près, on est passé beaucoup plus, puis même on pourrait mettre les années 90 avec l'arrivée du Bloc. T'as eu beaucoup plus des partis avec des régionalismes ou avec le Reform Party, des socles très forts dans des régions très précises du Canada. Puis apparemment qu'on ne reviendra pas en arrière. Bon, il ne faut pas faire de futurologie, mais c'est quand même intéressant de noter que élection après élection, depuis les années 80-90, c'est un phénomène qui s'amplifie de plus en plus, puis qu'effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de retour en arrière, qu'on va être pris dans ce patchwork-là. Viviane? Ah non, je voulais juste rajouter par-dessus ce que Clément disait, que ce mythe-là n'avait jamais été vrai. C'est une histoire d'un peuple qui a été conquis par un autre peuple, des peuples autochtones qui ont été écrasés au passage. Et il n'y a jamais eu d'égalité, là. Puis le Canada est basé sur un mensonge. C'est une arnaque comme construction de pays. Et là, s'ils font une petite correction, ils sont très, très en retard et ils ont profité de ce mensonge-là pour continuer de diminuer le poids des francophones à l'intérieur de ce pays. Fait que pourquoi on se part pas une république? Ah, tu vois, mais ça c'est intéressant que tu dises ça parce que l'intervention de Viviane est vraiment basée sur l'idée que c'est le nation building, c'est l'histoire à laquelle les citoyens veulent bien croire qui devient, si on veut, le ciment des politiques, puis de la Constitution, puis ainsi de suite. Là-dessus, je pense qu'au Québec, si on veut éventuellement faire du Québec un pays, il va falloir qu'on travaille aussi sur cette histoire-là, puis essayer d'avoir une histoire. Espérons qu'elle sera moins fictive, mais une histoire à laquelle les gens vont pouvoir dans laquelle ils vont pouvoir se reconnaître, s'engager, puis y croire et tout. On a peut-être négligé
notre histoire pas au sens seulement du passé, mais de l'histoire future à laquelle on veut adhérer puis sur laquelle on veut bâtir. On s'est peut-être un peu laissé porter par un certain nombre de choses, puis je pense que là, on a besoin, et c'est peut-être là aussi qu'on a besoin des artistes, des conteurs, des politiciens aussi. Des auteurs, des autrices, ben oui, tout à fait. Ça prend des politiciens qui nous présentent une vision claire d'où est-ce qu'ils veulent amener la nation. Là. Exact, puis c'est ce qui nous manque, puis peut-être que la vision du Canada de Trudeau était plus forte puis appelait plus de monde que celle qu'on avait à proposer. Bon, moi je le déplore, là, mais je fais juste un constat, puis moi je crois dans la force des histoires, puis je pense qu'on a une à bâtir. Ah, mais c'est vrai que c'est un beau t-shirt, François. Merci, et on peut se le procurer sur boutique.engagépublic.com. Blague à part, là, pour compléter notre segment Canada Bashing, heureux, mais un peu craintif de l'annulation de Keystone XL. Heureux parce que je pense que ça démontre enfin, contrairement à Trudeau, que quand tu as certains politiciens au pouvoir, ils posent des gestes cohérents avec un programme politique, ça fait du bien à voir. Tu avais l'air surpris, non, Clément? Non, mais non, pas du tout. Moi, je le souhaitais, puis enfin, je pense que ça va mettre le gouvernement Trudeau devant ses propres contradictions. Ils vont être obligés d'assumer les choix qu'ils ont faits, puis de les défendre. Ça sera pas facile dans l'Ouest, ça va être plus facile de notre côté. Je sais pas à quoi tu faisais référence en disant craintif. Notre ami Benoît Tardy, en parlant en privé dans nos conversations, je pense qu'il avait peut-être un bon œil là-dessus. Effectivement, peut-être que avec la fin du passage nord-sud, ça va relancer un intérêt pour un passage pétrolier vers l'est. Ben, c'est sûr que ça va avoir cet effet-là, d'autant que le tuyau, il est déjà là, n'est-ce pas? Il s'agit juste de l'inverser ou à peu de choses près. Il y en a un petit bout à rajouter. Mais moi, là-dessus, on est une émission engagée. On voudrait faire plus que réagir et tout. Moi, je dis là, c'est le moment là, pour les gens qui ne veulent rien savoir d'Énergie Est. C'est le moment d'avertir tout de suite vos députés puis de leur dire « aventurez-vous pas là-dessus ». Il ne faut pas attendre que les lobbies puis que les entreprises qui vont y gagner se mettent sur le cas, engagent les lobbyistes puis leur parlent en premier. S'il y a des courriels envoyés dans les prochains jours, des coups de fil à passer, c'est maintenant. On ne veut pas que ce projet-là renaisse d'aucune façon. Ça va passer par le vote aussi, puis j'y pensais cette semaine... j'étais un souverainiste, puis je pense qu'on avait déjà eu cette épiphanie-là ensemble. Clément, tu étais là quand j'avais parlé de ça il y a comme 1 an ou 2, maintenant déjà. Mais je pense vraiment qu'à la prochaine élection, je vais prioriser mon vote sur l'enjeu climatique parce que plus j'y pense, plus je vois pas l'intérêt d'avoir un système de santé, un système d'éducation ou un pays vraiment qui fonctionne si tout le monde meurt. J'exagère là pour le mettre coloré, mais à la limite, je me demande à quoi ça sert d'avoir tout ça si on priorise pas cet enjeu-là. Puis je me fais la promesse maintenant, publiquement ça a l'air, que la prochaine fois, je vais prioriser sur cet enjeu-là parce que ça fait plus de sens de faire autrement pour moi. Là. Mais tu sais, François, je pense que tu n'auras pas de choix à faire. Je pense qu'il n'y aura pas de contradiction. Les gens qui vont réfléchir comme toi vont être dans une dynamique d'indépendance. Puis, tu n'auras pas de... Je te prévois pas de dilemme, moi. Moi, je pense qu'il va en avoir. Je suis entièrement d'accord avec ce que Clément dit. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que Clément dit. Pour moi... la cause environnementale canadienne est, j'espère, pas totalement perdue parce qu'il en va de l'avenir de la planète au complet, mais disons que ça va pas changer parce que le Québec est là. Faut que le Québec soit un pays, il faut qu'on soit un exemple. C'est ça qui va mettre la pression concrètement sur le Canada, je pense. En fait, moi... Les indépendantistes les politiciens font le même calcul, là. Je vous conseille pas de voter pour le Parti vert du Québec en ce moment. Il y a des dissensions internes vraiment... Oui. Je sais pas si vous suivez un petit peu les rebondissements au Parti vert du Québec, mais... Pouf! Alors, j'ai manqué d'Internet. Nous sommes de retour. La beauté de l'enregistrement. C'est le couvre-feu numérique. C'est ça. Là, quand on va reprendre ce que je disais sur le Parti vert, dans l'avenir, je vais pouvoir dire que j'ai été cité hors contexte.
J'ai coupé au bon moment l'Internet.